Certains athlètes restent dans l'histoire grâce aux records qu'ils ont battus. D'autres, bien que moins visibles sur les tablettes, ont poussé les limites de ce que l'on imaginait être leur sport. Earl Lloyd, premier joueur noir de l'histoire de la NBA. Dick Fosbury, inventeur du rouleau dorsal et premier sauteur de l'ère moderne. Judith Polgar, seule femme à ce jour à avoir atteint le tournoi des candidats pour devenir champion du monde d'échecs. Dans cette édition de l'histoire derrière les chiffres, nous allons nous intéresser à deux championnes qui ont, de par leur performance exceptionnelle, changé l'idée que l'on pouvait se faire de leur sport. Le judo est le premier sport de combat venu d'Orient à faire son apparition aux Jeux Olympiques. À Tokyo, en 1964, 4 catégories sont implémentées. Moins de 68 kg, moins de 80 kg, plus de 80 kg et toutes catégories. Le judo, ou voie de la souplesse, est un art martial inventé en 1882 par Kano Jigoro. En compétition, le but est de déséquilibrer l'adversaire et de le projeter au sol à l'aide de différentes prises. Plus la projection est nette, plus l'avantage est important. Les combattants peuvent ensuite aller au sol et gagner de 3 manières. En immobilisant l'adversaire, en lui faisant une clé de bras ou en l'étranglant. À l'image des championnats du monde, et comme tous les sports de combat olympiques de l'époque, seuls les hommes sont représentés. La présence de plusieurs catégories de poids, basées sur les autres sports de combat, ne va pas de soi. En effet, l'idée du judo est bien différente dans le pays qui l'a vu naître. Au Japon, le judo est, à l'image du sumo, une discipline de lourd. Le Zen Nihon Judo Senshiken Taikai, ou All Japan Judo Championships, est un championnat sans catégorie de poids se déroulant tous les ans depuis 1948 et réservé uniquement aux judokas japonais. Le vainqueur de cette tradition nippone remporte la Coupe de l'Empereur, véritable graal de la planète judo. Les championnats du monde créés en 1956, séparés en catégories de poids, puis les Jeux Olympiques, font figure de compétition mineure au pays du soleil levant. Yamashita Yasuhiro remporte la compétition nippone 9 fois d'affilée entre 1977 et 1986, record absolu. Absent des Jeux de 1980 en raison du boycott japonais des Jeux de Moscou, il gagne l'édition de 1984 après s'être déchiré le mollet en quart de finale. Digne d'un film de sport des années 80, Yamashita remporte la demi-finale et la finale en amenant ses adversaires au sol et en les immobilisant, preuve s'il en fallait une de la supériorité japonaise sur le judo mondial dans la catégorie reine. Le Japon remporte systématiquement plus de la moitié des titres des compétitions internationales, raflant toutes les médailles d'or aux championnats du monde de 1969 et 1973. L'année 1980 marque l'ouverture des compétitions aux femmes aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde, ce qui fait du judo un pionnier parmi les sports de combat. La lutte ne verra ses premières compétitions féminines olympiques qu'en 2004, le taekwondo en 2008, la boxe en 2012. Le judo féminin remporte un succès grandissant auprès du public. Ceci est probablement dû à l'absence de coups, mais aussi au fait que le physique joue un rôle moins important dans le judo féminin. Ce dernier est donc plus technique et devient l'illustration parfaite de l'adage qui veut qu'un judoka utilise avant tout la force de l'adversaire. Pourtant, les japonaises ne sont pas au rendez-vous, comme en atteste l'entraîneur de l'équipe de France en 1982. Est-ce que comme dans le judo masculin, les japonaises sont redoutables? Actuellement, elles ne sont pas redoutables pour nous, mais je crois que dans un avenir assez proche, je crois qu'elles deviendront redoutables. Redoutable, un adjectif qui sied à merveille à Yamaguchi Kaori, première japonaise championne du monde dans la catégorie des moins de 52 kg en 1984, à seulement 20 ans. Cette victoire reste cependant une exception. En effet, aucune japonaise ne remportera de titre international avant 1993, nous y reviendrons. Comme le dira plus tard la championne dans un entretien, il fallait encore un caractère bien trempé pour devenir judokate à cette époque. 柔道習いたいって言いに行ったら、道場の先生が「いや女の子はちょっと」って「うちにもいないしで男の子ばっかりだから多分続かないんじゃないの?」っていうふうに言われて「いやでもやれる気がします」みたいなことを言って道場の先生に何とかお願いして入れていただいたっていうのが最初ですね。柔道に限らずどの競技もそうだと思うんですけど、態度がでかいのは強い国なんですよ。日本の女子たちはもうそうですね、居場所がないっていうか、ちょっと隅っこお借りしてよろしいでしょうかみたいな、なんかそんな感じですよ。はい。L'essor du sport féminin est en effet plus lent au Japon que dans les pays occidentaux. Aux Jeux de 1964, seule une médaille d'or sur les 16 du pays est remportée par des femmes dans la compétition de volley-ball féminin. Cela s'explique en partie par la razzia des Japonais en lutte et en judo, mais à titre de comparaison,
7 des 12 médailles d'or japonaises des Jeux de 2012 sont remportées par des femmes. Les judokates de cette époque font donc véritablement figure de pionnières. Le succès sur la scène internationale de Yamaguchi lui vaudra une certaine notoriété au Japon, et le mangaka Urasawa Naoki s'inspira de la jeune femme pour la création du manga Yawara, sorti en 1987. Si Yamaguchi fut l'inspiration de Yawara, c'est une autre combattante, Tamura Ryoko, qui sera à jamais associée au manga. Celle qui sera connue sous le nom de Yawara-chan explose sur la scène internationale à seulement 16 ans, en prenant une médaille de bronze au championnat du monde de 1991. L'année suivante, elle produit un judo flamboyant à Barcelone et se retrouve en finale face à la française Cécile Novak, afin de peut-être devenir la première japonaise championne olympique de judo. Surprise dès le départ par Novak et incapable de prendre le dessus par la suite. Tamura s'incline et devra attendre les Jeux de 1996 pour essayer de mettre fin à 16 ans d'absence de titre olympique pour le judo féminin nippon. Elle gagne les championnats du monde 1993 et 1995 et devient donc logiquement, à 20 ans, la favorite des Jeux d'Atlanta. 1996. Il paraît bien loin le temps où les femmes devaient se battre pour être acceptées dans un dojo. Tamura est la véritable star de l'archipel en préparation des Jeux. Elle devient même porte-drapeau de la délégation japonaise à la cérémonie d'ouverture et est à la une d'une publicité pour Mizuno, équipementier de l'équipe nationale du Japon. Contrairement à l'accoutumée, les poids légers sont à la fin du programme féminin. C'est désormais sûr, Tamura ne sera pas la première judokate nippone championne olympique. Sa compatriote Emoto Yuko a remporté la compétition des moins de 61 kg 3 jours auparavant. C'est sans doute libérée d'une certaine pression qu'elle commence une compétition, qu'elle va dominer de la tête et des épaules grâce à sa prise spéciale, Seoi Nage, qui lui permet d'éjecter ses adversaires bien plus grandes qu'elle et d'avancer facilement jusqu'en finale. Face à elle, Kei-sun, nord-coréenne de 16 ans qui dispute sa première compétition internationale. Aucune des combattantes n'arrive à prendre l'avantage alors qu'il reste moins d'une minute dans le combat. Quand soudain... Osotogari de Tamura, contré par un Kosotogari de Kei-sun. Le timing est parfait, la sentence sans appel. Deuxième médaille d'argent d'affilée. La presse du pays commence à parler de malédiction olympique. À Sydney, en 2000, un grand nombre de supporters japonais traversent le Pacifique pour soutenir la combattante pour sa 3e compétition olympique. La pression ne semble pourtant pas l'atteindre, et c'est avec un calme enfantin qu'elle présente son porte-bonheur de la compétition. MD を買ったんですね、4枚好きな MD を。そしたらですね、なんとですね、合計の金額が11,111円だったんです。試合が5試合ぐらいだと思うんで、全部1本でいけたらいいなって。La compétition s'annonce pourtant rude. Alors qu'elle remporte les premiers tours facilement, elle bute en demi-finale contre une adversaire nord-coréenne qu'elle ne battra qu'à la décision des juges après un combat brouillon. Tamura s'offre une 3e chance de s'offrir le titre suprême. Contrairement aux finales de 1992 et 1996 qui allèrent à leur terme, le combat pour le titre olympique en 2000 dure à peine 30 secondes. Tamura s'exécute parfaitement pour briser la malédiction face à une Buletova impuissante. Tamura devient championne olympique et peut enfin laisser éclater sa joie. そうですね、もう先生もこの4分間死ぬ気でやれっていうアドバイスも出てましたし、私自身もやはりこの4分間のために4年間やってきましたから、まあ本当。涼子ちゃんは10年間金メダルっていうのを取るまで8年かかりましたから、まあやっとこう初恋の人と。En 2004, Tamura Ryoko, devenue Tani Ryoko après son mariage avec le célèbre joueur de baseball Tani Yoshimoto, remet son titre en jeu. Elle avance facilement jusqu'en finale, à 5 minutes d'un second titre olympique. Elle combat la Française Frédérique Jossinet, qu'elle battra 7 fois au total dans sa carrière. Le combat est âpre,
Mais Tamura réussit à prendre un avantage décisif lorsqu'elle réussit à faucher la française grâce à un no uchigari, un mouvement très propre, d'autant plus lorsqu'on considère que 14 cm séparent les deux combattantes. Ce nouveau titre a une saveur toute particulière pour elle. 旦那さんとしっかりと手を振り合いましたけれども、旦那さんにどう報告しましょう。そうですね、もう、本当にあらゆる面で応援をしてくれていたので、谷亮子としてオリンピックチャンピオンになれて嬉しく思います。Les Jeux Olympiques ne sont pas les seules compétitions qu'elle va gagner durant cette période. Championnat du monde en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007. Sa grossesse de 2005 fut la seule chance laissée à ses adversaires. Bon nombre d'entre elles prennent la décision de combattre dans la catégorie supérieure par peur de la judokate d'1m46. Les désillusions de Barcelone et Atlanta sont oubliées. Yawarachan est désormais unanimement nommée meilleure judokate de tous les temps. Elle devient même un personnage jouable dans plusieurs jeux vidéo de combat. Le judo féminin est à la mode. Difficile de trouver un sport, a fortiori un sport de combat, où les femmes ont atteint un tel niveau de popularité. Yawarachan dispute sa dernière compétition internationale en 2008. Elle perd en demi-finale, puis décroche le bronze, une 5e médaille en automne olympiade, record qui s'ajoute à ses 7 titres mondiaux. Après avoir pris sa retraite sportive, elle se lança en politique et fut élue députée en 2010. Depuis sa retraite en 1989, Yamaguchi Kaori a tenu différents rôles importants dans les instances sportives et scientifiques japonaises. Aucune loi n'aurait pu forcer le judo féminin à atteindre une telle popularité. Aucun discours militant, aucune politique d'équité n'aurait pu amener des changements qui paraissaient impensables il y a de cela 40 ans. Juste des femmes courageuses, qui se sont battues en faisant ce qu'elles aimaient et qui ont transmis leur passion à celles et ceux qui les regardaient. Elles ne combattaient pas le patriarcat, mais d'autres femmes courageuses, qui essayaient elles aussi d'atteindre le sommet de leur art. Il est facile de regarder en arrière pour constater les changements bénéfiques pour le sport. Mais comment faire pour accepter des bouleversements dont nous ne comprenons pas les conséquences? L'interdiction de certaines prises et autres changements de règles de ces dernières années ont fait crier beaucoup de judokas à l'hérésie. Nous, les inconditionnels du sport, réagissons négativement, car nous avons peur de ce qui peut changer ce que l'on aime. Nous voulons simplement préserver ce qui nous fait vibrer. Difficile de garder le bon équilibre. N'oublions pas trop vite que, dans le sport comme dans la vie, la beauté se trouve souvent dans l'imprévu.